Le fret maritime achemine 80% des marchandises à travers la planète. Question ce soir, comment réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre générées par ce transport maritime? Quelle stratégie de décarbonation? Des solutions existent. Avec nous pour en parler, Lise de Trimont. Bonsoir, merci d'être avec nous, déléguée générale de l'association Winship qui réunit les acteurs de la propulsion des navires par le vent. Stéphane Coppet, merci d'être avec nous, délégué au juridique et au transport à France Nature Environnement dans les Bouches-du-Rhône. Et puis Nils Joyeux à Lorient en Bretagne. Vous êtes l'un des dirigeants de Zéphyr et Boré qui est en train de développer un cargo à voile. C'est un des 11 projets du département retenus dans le cadre du plan France, département du Morbihan. Je parle sous votre contrôle si ma géographie ne me trahit pas. On va commencer avec vous, Lise de Trimont. C'est vrai qu'on a envie de dire que le transport maritime, c'est le parent pauvre quand on parle de réduction de l'empreinte carbone. D'ailleurs, pas que de l'empreinte carbone, mais de bien d'autres polluants. Comment l'expliquez-vous ? Alors le transport maritime a mis un petit peu de temps à être intégré dans les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce que le transport maritime est géré par une organisation qui est à part, l'Organisation maritime internationale, et n'est pas géré directement par les États. Donc il a fallu qu'à un niveau international, tout le monde se mette d'accord pour mettre en place une stratégie de réduction. Et ça a mis un petit peu plus de temps que quand c'est géré directement au niveau national. Justement, l'OMI que vous évoquez s'est réuni la semaine dernière pour lancer une nouvelle stratégie de décarbonation. 175 pays tout de même, puisque rappelons que c'est une instance de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que vous avez suivi cette réunion et ce qui en est ressorti ? Bien sûr, c'est un comité de protection de l'environnement qui discute de ces résolutions. En 2018 a été mise en place la première stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de cette organisation maritime internationale qui décidait de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Simplement, cet objectif n'est pas totalement cohérent avec les accords de Paris. Et donc, ça a été revu la semaine dernière avec la décision d'arriver sur un net zéro carbone, donc une réduction de 100% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc un objectif beaucoup plus ambitieux et contraignant de fait pour l'ensemble du monde maritime. Ouais, on va prendre la direction de Marseille avec vous, Stéphane Coppet. Ça représente combien en pourcentage la pollution du transport maritime ? Je dirais que à peu près la moitié de la pollution que nous avons sur Marseille, c'est-à-dire qu'on fait partie des grandes métropoles qui avaient réussi à commencer à diminuer l'impact de la pollution des véhicules particuliers, des poids lourds. Et on a vu le taux de polluants recommencer à augmenter dès lors qu'on a vu le nombre de bateaux de croisière notamment qui augmentait sur Marseille. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup plus à Marseille de l'impact des navires de passagers, et notamment des bateaux de croisière, mais le trafic maritime... le fret maritime a également énormément d'importance. Alors c'est vrai qu'il arrive ici un tout petit peu plus loin, il arrive à 80 km à Fos-sur-Mer, mais là, le problème est le même. Alors l'an dernier, la municipalité de Marseille a initié une pétition pour interdire lors des périodes de pic de pollution à l'ozone l'accueil des bateaux de croisière les plus polluants. Cette année, qu'en est-il ? Je dirais qu'on s'attend au même type de mesures en cas de pic de pollution. Ce serait quand même incroyable qu'on mette en place des zones à faible émission dans les centres-villes et qu'on accepte à l'intérieur du même périmètre, du même cercle, des bateaux qui eux-mêmes produisent des polluants importants et en nombre conséquent. Donc on a eu droit au raccordement électrique des bateaux à quai, donc c'est une première avancée. Ça, c'est effectif ? Alors ça, c'est effectif sur les bateaux, sur les ferries. Ce sera effectif d'ici 2 ans sur une partie des bateaux de croisière. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on continue à développer ce type d'action sur les bateaux de croisière, mais plutôt expliquer aux armateurs qu'il y a des limites. C'est-à-dire que c'est sans doute une activité qui peut largement être diminuée à l'échelle mondiale, commencer à donner le signe très net aux armateurs que ce n'est plus la peine de construire d'immenses bateaux, puisqu'on ne sait plus absorber les volumes de tourisme. Mais Stéphane Coppet, quand vous nous dites les branches à l'électrique, ça veut dire que même une fois amarrés, même une fois à quai, les bateaux polluent ? Les bateaux continuent à polluer, bien évidemment, puisque ce sont des villes, quasiment, alors selon le type, l'ampleur des bateaux, c'est plusieurs milliers de personnes qui continuent à vivre sur le bateau, pendant que certains vont se balader, j'allais dire. Donc il faut bien continuer à faire tourner un certain nombre d'équipements. Alors c'est le cas également pour les formes de réparation navale, et c'est ce qui pousse effectivement les collectivités à mettre en place ce type d'action. Mais alors, voilà.
Alors le transport en mer génère près de 3% des émissions mondiales avec gaz à effet de serre et pourtant, on le disait, il est peu montré du doigt. Juste un chiffre aussi peut-être, 15 millions de voitures, c'est l'équivalent, on va dire, de combien? De 19 bateaux, je crois, de croisière. On a peut-être dû passer le chiffre, on va le revoir passer tout à l'heure. Ce qui montre voilà, l'ampleur de 15 millions. Alors on ne voit pas le nombre de bateaux, mais je crois que c'est un bateau. Voilà, un bateut, pardon, si on le voit Oui, clairement, il alors n'y en a qu'un. Ouais, c'est pour les oxydes de soufre. Alors effectivement, dioxyde selon de les soufre, ouais. on a des chiffres qui peuvent être un peu différents. Mais je dirais qu'à la limite, au-delà de la bataille de chiffres, puisqu'on trouvera toujours des contradicteurs là-dessus, c'est nier aujourd'hui l'impact, je veux dire, c'est une hérésie. On a des études maintenant qui se croisent et qui répètent les mêmes choses. On a des présentations récentes qui ont été faites à l'université de Marseille, d'Aix-Marseille, pour nous montrer l'impact de ces panaches de fumée noire qui viennent effectivement par vagues, je dirais, s'étaler sur les parties hautes des quartiers voisins de la mer, donc dans les quartiers nord et les quartiers centraux de Marseille. Donc on a bien cette volonté de réduire. Alors, on a une première avancée, on déplace un petit peu le problème pour l'instant du centre-ville un petit peu vers les quartiers nord, et ça, mais évidemment, ça ne résout rien. Donc il y a bien une action de fond à mener à l'échelle mondiale, ça a été dit tout à l'heure, à l'échelle de la Méditerranée, à l'échelle de la rade de Marseille, Ouais. dans le port de Marseille lui-même. Donc au niveau du choix des carburants, il y a déjà des carburants évidemment, heureusement moins polluants à utiliser dans le port. Stéphane Copper, on va faire un détour par l'Orient, mais juste dites-moi, pour être bien sûr sur ce que vous dites, aujourd'hui, les plus pénalisés sont les quartiers pauvres et les quartiers nord de Marseille par cette pollution? Alors, quartier pauvre, il ne faut pas faire effectivement l'amalgame complet, mais effectivement, on a quand même les quartiers 15e, 16e arrondissement de Marseille qui sont les plus touchés et qui sont de fait parmi effectivement les plus inégalitaires au niveau social de la commune de Marseille. Et direction l'Orient maintenant avec Nils Joyeux, vous développez un cargo à voile, on va maintenant aborder les solutions possibles. Comment est né votre projet en quelques mots et à quoi va ressembler votre navire, à quoi il va servir? Bonjour. Donc au départ, je suis marin de commerce. Je travaille sur différents types de... Et donc il y a une dizaine d'années, dans le cadre de mes études, j'ai commencé à travailler au moyen de décarboner la propulsion des bateaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier l'idée d'utiliser le vent de nouveau sur les cargos de manière industrielle pour parvenir à réduire la consommation de fuel sur les bateaux. Et donc depuis 2018, on travaille sur ce projet qui s'appelle Canopée, qui est un cargo à voile développé pour les besoins d'Ariane Group, un projet qu'on développe avec GIFMAR Offshore Service. Et donc ce bateau existe déjà, il a été mis en service fin 2022 et il va être équipé de ses voiles. Donc c'est des ailes articulées, en fait, c'est pas des voiles classiques. Elles vont être équipées à la fin de ce mois-ci et donc dès le mois d'août, dans un mois, le bateau va hisser les voiles pour la première fois et donc traverser. Mais à quoi servirait ce bateau, Nils Joyeux? Il pourrait par exemple transporter des marchandises, on le disait, c'est 80% du transport, c'est par la mer et les océans. Il pourrait avoir une utilité équivalente à ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, en l'occurrence, ce bateau, il a été conçu pour un client unique qui est Ariane Group et donc le bateau est dédié au transport du lanceur européen Ariane 6. Donc le trajet, ce sera Europe continentale, Guyane française. En prenant le temps. Donc il récupère. Non, pas spécialement. En fait, c'est une propulsion hybride. Le bateau possède des moteurs et des voiles. Et donc, on garantit la vitesse de transit. On garantit le jour et l'heure d'arrivée. Juste, s'il y a du vent, on économise du fuel. Et beaucoup de fuel. Et il sera prêt quand? Il sera prêt quand? C'est un projet, on peut dire, d'utilité publique. Vous avez reçu 12 millions d'euros de la part de l'État. C'est bientôt prêt? C'est bientôt prêt. On a reçu des subventions de la part de l'État, mais pas spécialement sur ce projet-là. D'accord. Et donc oui, c'est bientôt prêt. En fait, le bateau a déjà fait 2 voyages vers la Guyane, pour l'instant au moteur. Et là, il sera équipé de ses voiles dans quelques jours seulement. En tout cas, un projet qui parle, puisque d'ailleurs vous connaissez Lise de Trimont, qui parle à Lise de Trimont, déléguée générale de l'association Winship. À Lise de Trimont, vous réunissez les acteurs de la propulsion des navires par le vent. Dites-nous en quoi consiste votre travail et en quoi ça peut participer de cette décarbonation qu'aujourd'hui l'on appelle de nos voeux. Alors, on a décidé de fédérer tous les acteurs qui aujourd'hui travaillent sur des projets utilisant l'énergie du vent pour décarboner, et pas simplement pour décarboner, parce qu'il y a beaucoup d'autres impacts liés au transport maritime, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sur aussi le bruit sous-marin, sur les risques de collision, il y a beaucoup
d'impact liés au transport maritime. Et il se trouve qu'on a oublié un petit peu cette énergie qui est gratuite, qui est renouvelable, qui est abondante dans le monde aujourd'hui et qui n'est en concurrence avec aucun autre usage terrestre qu'est l'énergie du vent et qu'on utilise depuis 7000 ans pour propulser des navires. Avec des technologies un petit peu nouvelles, comme Niels l'a présenté tout à l'heure. On a différentes sortes de voiles qui ont des capacités de portance supérieures à des voiles souples classiques et qui permettent vraiment de propulser des navires de charge, sachant qu'on a aujourd'hui en fait un enjeu de décarbonation qui nécessite des investissements absolument colossaux. On parle de 2400 à 3000 milliards de dollars d'ici 2050 pour décarboner le transport maritime. Rien que pour la France, c'est 75 à 110 milliards d'investissements. Est-ce qu'il faut une taxe? La France a proposé récemment lors du sommet mondial organisé à Paris justement pour notamment aider les pays du Sud à faire leur transition écologique. Il a été question d'une taxe notamment concernant le transport maritime. Il se trouve qu'aujourd'hui, en effet, si on a un transport maritime qui ne coûte quasiment rien au quotidien, c'est parce qu'on utilise du fuel lourd qui est totalement détaxé. Et aujourd'hui, quand on propose des navires innovants comme celui de Niels ou de beaucoup d'autres, on a plus d'une dizaine de néo-armateurs qui proposent des projets comme ça très décarbonés grâce à la propulsion par le vent. Aujourd'hui, ça coûte un petit peu cher parce qu'on a ce fuel lourd qui est en concurrence, et une concurrence en quelque sorte déloyale parce qu'on n'intègre pas du tout le coût environnemental et sociétal de la pollution qu'on génère avec ce carburant fossile. Et sans une taxe, aujourd'hui, c'est compliqué de passer à des énergies plus propres. Donc, effectivement, avoir des systèmes qui permettent de rééquilibrer cet enjeu-là, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Et puis l'autre point... Oui. Pardon. Allez-y. Non, l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'utiliser des carburants alternatifs pour propulser les navires de demain. Et il se trouve que pour générer ces carburants alternatifs de manière propre, donc de manière décarbonée, on va avoir besoin d'une énergie absolument monumentale. On parle de 600 réacteurs nucléaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que toute l'énergie qu'on peut utiliser, qui est vraiment directement prise dans l'environnement sans être du tout en concurrence avec d'autres usages, comme le vent, il faut absolument l'utiliser au maximum. Merci beaucoup Lise de Trimont, Stéphane Coppen, Niels Joyeux. Je terminerai par cette phrase de John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat. Si le transport maritime était un pays, il serait le 8e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion donc autour de la décarbonation du transport maritime.